Salut à tous, c'est enfin l'heure de la vidéo d'analyse complète d'OVH, l'entreprise qui avait remporté le vote organisé avec la communauté. Il y en a un parmi vous qui doit se réjouir et s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra, car c'est lui qui m'avait soumis l'idée d'OVH. En fait, il m'avait carrément demandé une analyse de la société et je lui avais promis que je l'inclurais dans la liste des 4 candidats. Et il se trouve que c'est OVH qui a gagné la palme. Donc on se lance. Toujours les 4 parties habituelles, on va regarder le business avant tout, en bourse, on veut comprendre l'entreprise. Ensuite, on jettera un œil aux états financiers, donc le compte de résultat, le bilan et le cash flow statement. Troisième volet, on ira voir un peu ce que fait l'action OVH. Et quatrième partie, le résumé, les plus et les moins, avec peut-être une orientation stratégique si on devait investir. Mais l'avis final ne doit pas constituer un conseil en investissement. Faites vos recherches de votre côté, l'investissement c'est quelque chose de très personnel. Blablabla, on y va. Alors OVH, c'est une entreprise française, donc éligible au PEA. Je vous donne tout de suite des chiffres clés issus du rapport annuel 2023. Alors malheureusement, OVH publie en décalé. Leur année comptable se termine le 31 août, donc on n'a pas encore le rapport annuel 2024, qui afficherait les données du 31 août 2024. C'est dommage, j'aurais aimé baser ma lecture sur des données plus récentes, mais on n'a pas encore le document d'enregistrement universel. Donc OVH, pour vous envoyer des chiffres, je disais, c'est 20 ans d'existence. La boîte a été fondée par Octave Klaba, un ingénieur français qui est toujours au capital de l'entreprise. On reviendra sur lui et sa famille. À ce jour, on a environ 2900 employés, on est actif sur 4 continents et dans le rapport annuel le plus récent, on a 897 millions d'euros de chiffre d'affaires correspondant à l'année comptable 2023, mais on a une mise à jour avec la publication à 993 millions d'euros pour août 2024. Donc une belle croissance de plus 10,6%. On a aussi 37 data centers pour un total de 450 000 serveurs et le chiffre d'affaires se répartit de la façon suivante. La grosse part des revenus, c'est le cloud privé. Et comme vous voyez ici, la moitié du chiffre d'affaires est réalisé en France. Et là, il va falloir qu'on explique un peu les choses. Ça veut dire quoi tout ce baratin ? On a parlé de serveurs, de data centers, de cloud privé. C'est quoi le business d'OVH ? Ils vendent quoi ? Eh bien, ils vendent du cloud, c'est-à-dire de l'espace de stockage à distance. Rien de plus. Dites-vous qu'un serveur, pour simplifier, c'est un disque dur. Il est rangé sur un rack, ces espèces de grandes tours de rangement dans les data centers. Le but du jeu, c'est de se dire, moi je suis une entreprise quelconque, plutôt que d'avoir chez moi un local technique avec du matériel informatique, pour stocker notamment les données de mes clients, parce que j'en ai besoin pour leur adresser des factures par exemple, j'ai des fichiers de plusieurs milliers de lignes à stocker. Mais en vrai, c'est une galère à gérer. Mon local technique au sein de mon entreprise, il est sujet à plein de problèmes. Déjà, il me faut des ingénieurs, des informaticiens, le bâtiment dans lequel je suis, l'accès aux données n'est pas garanti, une panne d'électricité, mon local technique s'éteint et tous mes serveurs avec. J'ai plus accès à mes données. Et puis, avec le développement de mon entreprise, il faudrait qu'à chaque fois, j'achète du matériel informatique supplémentaire. C'est coûteux, etc. Bref, le business d'OVH, c'est de dire « Ok, on se charge de ce merdier pour vous. » À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de local technique et de serveurs. Tout se fait chez nous. Les données, on les stocke, on les garde chez nous, et elles sont accessibles quand vous voulez et aussi souvent que vous voulez. On les sécurise, on les garantit, on s'occupe de ça. Vous n'avez plus besoin de local technique et d'équipes dédiées. Vous nous payez un abonnement tous les mois et c'est tout. Un abonnement proportionnel à l'espace qu'il vous faut et à la puissance de calcul dont vous avez besoin. En très simplifié, c'est ça qu'ils vendent. La partie cloud privé, comme vous voyez, c'est le gros chunk de 62%, donc à destination des entreprises. Ensuite, on a le cloud public pour des gens comme vous et moi, un peu à la façon d'un service comme Google Drive ou Dropbox. Et enfin, le cloud web, c'est-à-dire où sont stockés les sites web. Sur la répartition géographique, la moitié du chiffre d'affaires est réalisé en France et seulement 22% hors Europe. Donc ça laisse peut-être de belles perspectives de croissance ailleurs. Et là-dessus, ils sont assez confiants, parce qu'ils nous disent que le marché du cloud va continuer à fortement se développer à raison de 20% par an jusqu'en 2027. Alors les appellations IaaS et PaaS, il ne faut pas que ça vous perturbe. IaaS, c'est Infrastructure as a Service, et PaaS, c'est Platform as a Service. Le premier, c'est de se dire une entreprise peut louer de l'infrastructure sur le cloud, c'est-à-dire de l'espace de stockage, et le PaaS, c'est de louer des plateformes, des applications. Autrement dit, pas besoin d'installer les applications chez vous et de les déployer partout
dans les ordinateurs de votre entreprise. Vous y accédez à distance, pour faire simple. Le business, il y a vraiment plein de choses à dire. Je peux évidemment pas vous parler de tout ce que j'ai lu dans le rapport, mais j'ai sélectionné quelques éléments un peu random, mais très parlants pour que vous compreniez ce que fait OVH. On peut parler de la sécurité des données. Vous savez, OVH dispose de 37 data centers dans le monde. On a cette carte-là qui nous les révèle, et pour des raisons de souveraineté des données, OVH propose à ses clients de choisir dans quel data center ils veulent être hébergés. Vous êtes une entreprise bancaire, une Société Générale par exemple, vous avez 11 millions de clients en France, je dis n'importe quoi, pour chacun d'eux, vous avez des bases qui comportent leur adresse, leur nom, le solde de leur compte, s'ils ont un crédit ou pas, leur numéro IBAN, etc. Ça, vous voulez le stocker, mais à condition que ce soit dans des serveurs localisés en France. Voilà un exemple concret. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont du mal à s'implanter aux États-Unis. La législation est différente là-bas, ils sont soumis au Cloud Act, qui est très embêtant, car ce texte oblige les fournisseurs de cloud, donc OVH, à permettre, si une procédure de justice ou quoi le demande, un accès aux données qui sont stockées sur le territoire américain. Ça c'est très gênant, car si les données peuvent être consultées par un tiers, elles sont plus complètement privées, par définition. Il y a d'autres textes de loi aux États-Unis, on peut parler de la California Consumer Privacy Act ou encore de la Virginia Consumer Data Privacy Act, blablabla. Ça devient vite très compliqué car on n'a pas de loi harmonisée au niveau fédéral. Chaque État y va de son petit texte. Bref, on peut dire quoi d'autre sur OVH? On peut parler du fait que les gars bossent en modèle intégré. Contrairement aux hyperscalers, c'est-à-dire AWS, le service d'Amazon, Azure, celui de Microsoft, Drive pour Google, machin, le truc c'est que OVH, leur particularité, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes les serveurs qui seront utilisés pour le stockage. Là où un Microsoft Azure va acheter le serveur déjà fait à une entreprise comme Cisco Systems et l'utiliser tout de suite. Non, là on n'est pas tout à fait dans le même délire. Chez OVH, on construit les serveurs avec les composants de base, donc ils se fournissent en processeur, en RAM, en carte mère, etc. L'idée derrière, c'est de pouvoir proposer du sur-mesure au client, alors qu'un hyperscaler, il est dans des formules standardisées. Et ça me permet de rebondir sur un élément que j'ai trouvé intéressant dans le rapport, c'est que les serveurs et les data centers, une fois en place, il faut les équiper d'un système de water cooling, c'est-à-dire une technologie qui permet, grâce à des circuits d'eau froide, de maintenir le matériel à température ambiante. Car on a tous expérimenté un jour un laptop qui nous brûle, qui chauffe, une batterie brûlante quoi. Ils ont même d'ailleurs mis en place un système avec un liquide particulier qui permet d'immerger complètement les équipements. C'est un gain énorme sur les factures énergétiques. Plutôt que de mettre des systèmes de ventilation et des clims partout dans les data centers, on va immerger les composants dans un fluide qui ne court-circuite pas les connexions. C'est pour cette raison que vous avez peut-être vu dans la presse ces photos de data centers que Facebook ou Microsoft plongent au fond des océans. On sera vigilant quand même sur le fait que OVH, bien qu'ils visent une croissance de 11% à 13% de leur chiffre d'affaires, ils se gardent l'option de faire de la croissance externe. C'est écrit noir sur blanc ici. Donc il ne faut pas s'étonner si on entend parler d'acquisition à l'avenir. Si on revient sur les effectifs que j'avais mentionnés, OVH c'est 2900 employés, les 2/3 en France, c'est pas une surprise, on avait dit que la moitié du chiffre d'affaires est réalisé chez nous. Et alors, les dirigeants, c'est la famille Klaba, des Français d'origine polonaise. Octave Klaba, il détient presque 58 millions d'actions. Donc si on se dit qu'une action vaut 7 €, le gars a une fortune estimée à 406 millions. Son frère Miroslav, il a 56 millions d'actions et le père 13 500 000. Donc on est vraiment sur une entreprise familiale. L'essentiel du capital est aux mains des fondateurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie business. On aurait pu évoquer la partie machines virtuelles qui cherchent à développer et qui font de très très bons environnements de test sur un PC local. C'est l'idée de se dire, j'ai un ordinateur qui marche sous Windows, mettons, et sur mon bureau, j'ai une application, je clique dessus, je rentre dedans et je me retrouve dans un environnement Linux par exemple, à l'intérieur de mon PC. Il faut le voir comme une simulation d'un PC à l'intérieur de votre PC. Donc ouais, c'est un peu Inception, les poupées russes, pour ceux qui découvrent ça. J'aurais aussi pu mentionner le départ de feu qu'ils ont eu dans un data center à Strasbourg en 2021, ou la création des data centers qui sont en cours dans le monde, dont un à Strasbourg aussi, qui fera 1700 m², avec 19 salles de stockage indépendantes, compartimentées anti-risque incendie, cette fois, pour 30 millions d'euros. La construction a démarré en 2022. Bref, passons aux états financiers les amis, on commence avec le compte de résultat d'OVH, à fin août 2024.
On est très près du milliard d'euros de chiffre d'affaires, en belle croissance de plus 10,7%. Par contre, ce qui me saute aux yeux, c'est que les profits sont négatifs. Donc des pertes, quoi. Et alors, c'est pour ça que dans le rapport annuel, il parle beaucoup d'EBITDA. Ceci, EBITDA, cela, méfiez-vous. Quand une boîte parle d'EBITDA, c'est qu'elle ne dégage pas de bénéfices. Sinon, parlez des bénéfices, les gars. Un gros poste de dépense chez eux, c'est les amortissements et dépréciations, qui leur mangent pratiquement tout leur EBITDA. Et ça ne me surprend pas, car on est sur un business de data center. Il faut beaucoup d'équipements, des composants électroniques et des locaux. Quand on voit un si gros montant d'amortissement et de dépréciation, faut que vous ayez le réflexe de vous dire « Ah, au bilan à l'actif, je verrai sans doute beaucoup d'immobilisation corporelle. » On ira vérifier juste après. Un autre truc qui me déplaît, c'est cette ligne « endettement financier » qui suggère que la boîte est très endettée, car ça lui bouffe plus que son résultat opérationnel. Imaginez, vous gagnez un salaire de 2000 € par mois et vous avez 2400 € de crédit à rembourser. Ça va pas durer longtemps, vous allez vite faire naufrage. Et ben j'ai peur que le groupe OVH soit dans cette situation quand je vois ça. La vérité c'est que même si le business est super intéressant, on est sur des technologies de pointe pour le moment, je me mets dans la peau d'un investisseur, désolé mais ça rapporte pas. C'est des pertes et des pertes année après année. Et ça les actionnaires c'est pour leur poire. Et ces deux trucs-là qui pèsent pour beaucoup dans le peu qui reste, j'ai envie de dire, je suis allé voir dans les notes, c'est des gains et des pertes sur le taux de change quand on passe d'une devise à l'autre. Sauf qu'ils dégagent tellement peu de résultats que pour eux c'est significatif comme impact. Tout ça pour dire que le compte de résultat, navré, mais OVH ne marque pas de points là-dessus. Côté bilan, à l'actif, on a 1 670 millions au total, à l'arrondi près, et le plus gros poste, ce sont les immobilisations corporelles pour 972 millions. Et pour vous, ça doit pas être une surprise, car souvenez-vous, on a dit juste avant qu'ils avaient beaucoup de dépenses d'amortissement et dépréciation au compte de résultat. C'est vraiment important, les amis, que, en tant qu'investisseur, vous fassiez rapidement ce genre de connexion. Prendre le réflexe de regarder ce qui a le plus de poids au bilan, parce que finalement, c'est ce poste qui importe le plus. Avoir un espèce de mapping en tête entre le compte de résultat et le bilan, se rendre compte que s'il y a beaucoup de cash à l'actif, alors on aura sans doute beaucoup de revenus d'intérêt dans la section produits financiers du compte de résultat, etc. Voir que si on a de grosses immobilisations corporelles, alors de l'autre côté, on retrouvera sûrement des amortissements pour de gros montants. Il faut que les états financiers vous racontent une histoire, que ce soit pas juste un tableau avec des chiffres. Sur le goodwill, on voit qu'il est très faible. Alors il est en augmentation, donc OVH a réalisé des acquisitions, mais les montants, en comparaison du total bilan, sont trop faibles pour qu'on s'en inquiète. Ce qui veut dire que s'ils parviennent à réaliser de la croissance à hauteur de plus 10,6%, on avait dit sur le chiffre d'affaires, eh bien, le business est bon en lui-même. C'est pas une entreprise qui se développe par absorption des autres. Si on jette un œil au passif, on voit un montant de capital assez faible, et pour cause, il est rempli de pertes accumulées au fil des années. 205 millions d'euros de pertes accumulées quand même. On peut pas les féliciter. Les actionnaires doivent commencer à être impatients d'enregistrer des bénéfices. Sur la dette financière, on voit qu'ils ont un montant de 700 millions d'euros à rembourser qui représente 42% du total. Donc la boîte est pleine de dettes à craquer. Pour moi, c'est un red flag. OVH est beaucoup trop endetté. Et ça, c'est juste la dette financière. Parce qu'il y a aussi 124 millions d'euros de dettes locatives. C'est quoi ce truc? C'est de se dire que OVH, qui a plein de data centers, et ben là où il se trouvent les data centers, c'est peut-être pas forcément chez elle. Elle loue des locaux, des hangars, des espaces quoi, dans lesquels elle installe ses data centers et ses serveurs par centaines ou milliers. Bah, ces locaux loués, il faut payer pour en profiter. Donc toutes ces dépenses à venir, ça fait mal. D'autant plus que OVH, on a dit, à l'heure actuelle, il ne dégage pas de bénéfices. Donc je sais pas combien de temps ça va durer ce petit jeu, mais pour moi, s'ils ne parviennent pas rapidement à être profitables, ils vont sombrer. Et pour preuve supplémentaire, regardez le current ratio, qui compare les actifs courants aux passifs courants. On a beaucoup plus de tombées à un an que d'actifs disponibles. Alors ces mauvais éléments, on peut les nuancer quand même parce que la société a mis en place des crédits, notamment avec la Banque Européenne d'Investissement, la BEI, que le groupe peut tirer quand il veut. Et par ce moyen-là et d'autres crédits revolving, ils avaient 519 millions d'euros de disponibles notamment. Alors pourquoi ça n'apparaît pas au bilan
dans les dettes? Eh bien tout simplement parce que c'est du hors bilan. Il faut être vigilant à ça. L'argent n'a pas encore été tiré, donc OVH très concrètement n'a encore rien à rembourser de ce côté-là. Ça peut donc pas entrer au passif. Pas encore du moins. C'est un engagement de la part de la BEI. Dernier élément sur le passif, c'est ce truc-là à 189 millions d'euros. Autre passif. Ça faut se gaffer les amis. Quand vous voyez autre, méfiez-vous. On peut pas laisser ça sous le tapis et passer sa route. Surtout là, ça représente plus de 10% du total. Alors c'est quoi? Eh bien en note 4.22, très exactement, il nous montre que c'est beaucoup de dettes de personnel, donc des salaires, des primes, des cotisations sociales, etc., que la société n'aurait pas encore payé. On a du produit constaté d'avance aussi, c'est-à-dire que OVH a par exemple déjà reçu l'argent d'un contrat qui court sur un an avec quelqu'un, et bien maintenant elle lui doit un service. Donc quelque part, elle a une dette envers lui maintenant. Lui, il a payé, il a déjà rempli sa part du deal, mais pas encore OVH. Et enfin, on a ce morceau-là, c'est de la dette fiscale. Par exemple, de la TVA à payer. Et ils ne l'ont pas encore fait. Donc vous voyez, ayez le souci du détail quand vous analysez une entreprise. On ne peut pas juste passer notre route quand on voit autre passif courant. Là, ok, maintenant, on en a le cœur net, on sait ce qu'il y a dedans, ça nous raconte une histoire, on sait qu'ils ont de la TVA à régler, mettons, du personnel à payer, etc. On passe au tableau des flux de trésorerie, et sans surprise, sur un montant de cash généré par les opérations, le 368 millions que vous voyez ici, la quasi-totalité déguerpit tout de suite en CAPEX. Les coûts de maintenance sont énormes. Et ici, on voit que la boîte augmente sa dette chaque année. Alors c'est en positif parce que c'est bien de l'argent qui rentre. Il faut que pour vous, le cash flow statement, vous le voyez comme une vision trésorerie, comme un coffre-fort dans lequel de l'argent rentre et de l'argent sort. Donc la dette qui a été souscrite, c'est bien de l'argent qui est entré. C'est pour ça que c'est en positif. Et les lignes ici en négatif, car de l'argent est sorti. C'est un remboursement de dette. Donc ouais, en dehors de ça, pas grand chose à dire sur les flux de trésorerie, à part que tout ce qu'ils gagnent, ils le dépensent en CAPEX. On va regarder l'action OVH en bourse, notre troisième chapitre, après le business et les états financiers. Je vous prépare la vidéo sur la base des chiffres du 28 février, donc quand je sortirai la vidéo, le cours de OVH aura un peu bougé. Ok, donc premier élément, OVH n'est listée en bourse que depuis octobre 2021. Elle a été introduite au prix de 18,50 €. C'est pas brillant tout ça, 3 ans et demi plus tard, on est à 7,28 €. Donc on perd environ 60%, c'est vraiment pas glorieux. Alors on a eu des annonces de rachat d'actions au prix de 9 €, qui a permis de stabiliser le cours quelques mois entre octobre 2024 et décembre 2024, mais la chute a repris depuis. Bon, ça n'inspire vraiment pas confiance. En plus, l'action ne verse pas de dividendes, donc celui qui décide d'en acheter, c'est un pur pari croissance. On peut même pas jouer les revenus passifs. Comme en plus l'entreprise ne dégage pas de bénéfices, mais plutôt des pertes, on ne peut pas calculer le PER correctement, donc c'est pas évident de valoriser cette société. À l'heure actuelle, sa capitalisation elle est de 1,1 milliard d'euros, quand je vous fais cette vidéo, donc on est dans la famille des small cap, et c'est pénible, on peut rien calculer. Pas de ROE qui ait du sens, pas de ROA non plus, on n'a pas de bénéfices, on n'a donc pas de visibilité sur cette entreprise. Alors j'ai joué à un jeu dangereux, que je recommande vraiment pas, j'ai essayé de faire des petites projections. J'ai fait des recherches sur internet et chez Amazon, sur le segment AWS, donc le business du cloud chez eux, ça représentait 90 milliards 700 millions de chiffre d'affaires en 2023 et 24 milliards 600 millions de dollars de profit. Donc on peut calculer la marge nette sur cette base-là, 24,6 sur 97, on obtient 27% de marge nette. Et je me disais, pour avoir un ordre de grandeur, ok, le jour où OVH arrive enfin à réaliser des bénéfices et à les pérenniser sur plusieurs années, ça sera un business à 20% de marge nette. Voilà. Peut-être que leur activité sera jamais aussi optimale que chez Amazon et qu'ils atteindront jamais le 27%. Mais apparemment, le cloud, c'est un business qui génère, du 20-25% dans ces eaux-là. Et du coup, avec une estimation de 20% de marge nette et un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, ça voudrait dire que la boîte peut générer 200 millions d'euros de bénéfices. Et alors, on peut calculer une espèce de PER estimé, même si c'est très faux ce que je suis en train de faire, avec une capitalisation boursière de 1 milliard 100 millions et 200 millions d'euros de profit,
on aurait un ratio de 5.5. C'est aberrant hein, ce que je viens de faire, mais c'est juste pour essayer de se donner une idée de la valorisation d'OVH dans un monde où elle serait bénéficiaire et qu'elle arriverait à talonner AWS de plus ou moins loin en termes de marge nette. Ça suggère quoi? Ça suggère qu'OVH pourrait ne pas être cher en ce moment. Tout ça nous mène à la dernière partie, le résumé et les idées stratégiques. Quel profil pour OVH? C'est évidemment un fast grower. Comme d'habitude, allez voir la vidéo sur les catégories d'actions de Peter Lynch, ça aide beaucoup. Les points négatifs, ils sont nombreux malheureusement. On a un retard évident sur le développement de l'entreprise par rapport aux hyperscalers que sont Amazon, Google et Microsoft. À moins de vouloir mettre particulièrement l'accent sur l'aspect sécurité et souveraineté des données, je vois mal pourquoi une entreprise irait chez OVH plutôt que Amazon. Ensuite, on a un environnement législatif qui ne favorise pas le business. Le Cloud Act aux USA leur impose de fortes contraintes, donc le développement du business aux USA, qui est quand même un immense marché, risque d'être un peu difficile. Le business même du cloud est difficile à comprendre, donc pour un investisseur particulier, c'est pas évident de se faire un avis. Je vous ai fait grâce de beaucoup de choses dans ma vidéo, mais la lecture du rapport annuel me parlait de machine learning, de fonctions hyperviseurs, d'applications conteneurs, de couches de virtualisation. C'est honnêtement pas facile à comprendre. Les comptes sont mauvais, tout simplement. Pas de profit, l'amortissement qui mange tout le résultat opérationnel, le bilan est rempli de dettes, le current ratio est très dégradé. Et sur le positif, on a néanmoins un chiffre d'affaires qui augmente vite sur un marché porteur. Il joue à fond la carte de la souveraineté des données en Europe, donc il y a moyen qu'il se développe très fortement chez nous et devienne l'acteur de référence dans tous les domaines un peu stratégiques comme la défense. OVH maîtrise le processus de A à Z, de la conception et fabrication des serveurs jusqu'à l'installation. Ils ont des brevets sur beaucoup de technologies, dont certaines techniques de water cooling. Les fondateurs sont encore au pouvoir, donc les mecs savent très bien ce qu'ils font. Ils ont une ligne directrice, un vrai projet d'entreprise. Et si on estime que le cloud est un business à forte marge, le jour où OVH dégagera finalement des bénéfices, ça sera une vraie cash machine pour les actionnaires. Donc quelle idée stratégique? Là c'est assez clair. C'est un pur pari de long terme, sur un fast grower qui a des chances de se révéler un jour. Pour l'instant, c'est un pari qui s'est avéré perdant. Ça serait dangereux d'en faire une grosse ligne dans un portefeuille, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour nous confirmer que ça va décoller un jour. Moi, je veux voir des profits. Ce jour-là, sans doute, je changerai d'avis. Mais pour le moment, prudence. C'est un fast grower typique. En quelques années, ça peut faire x3 comme x10. Il suffit que les profits soient en vue à l'horizon et ça sera le jackpot. Mais à nouveau, pour le moment, ce sont que des espoirs. Parce que la réalité, c'est qu'ils enregistrent des pertes systématiquement. Voilà tous les amis, gros travail de mon côté pour vous faire profiter de cette lecture du rapport annuel. Assurez-vous toujours d'avoir fait votre propre analyse. Ne prenez pas pour argent comptant les résumés que vous entendez sur YouTube. Je ne fais que vous partager ma méthodologie. On se retrouve très vite. Ciao à tous.